Enseigner, apprendre, informer, communiquer. Quand pédagogie et numérique se donnent rendez-vous. Le podcast Pédagonium vous éclaire sur les technologies et pratiques qui font avancer l'enseignement. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Pédagonium. Aujourd'hui, nous allons réaliser une sorte de mise en abîme, car dans ce podcast pédagogie, nous allons parler de podcast pédagogique. Comme vous le savez sûrement, le podcast est un média audio né à la fin des années 90, issu des web radios et des blogs. Il s'est démocratisé dans les années 2000 avec le succès des baladeurs numériques et des plateformes de téléchargement comme iTunes. Aujourd'hui, il existe une grande variété de podcasts, séries, capsules, replays, créations natives, disponibles en téléchargement ou en streaming. De manière générale, il séduit par sa souplesse et sa capacité à transmettre des contenus de manière engageante. Le podcast peut prendre la forme d'un reportage, d'un entretien, d'une chronique, voire d'une fiction. Cette diversité en fait un outil particulièrement adapté à la pédagogie. Par exemple, dans le domaine médical, où il permet de diffuser des savoirs, des expériences, des cas cliniques, de manière vivante et accessible. Pourquoi faire le choix du podcast comme vecteur de pédagogie ? Comment s'y prendre pour concevoir et réaliser un podcast ? Comment le diffuser et l'utiliser dans le cadre de son enseignement ? Ou encore comme passerelle entre les apprenants et les professionnels. Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi Carolina Griffiths, enseignante et médecin, qui va nous faire part de son expérience en tant que créatrice d'une chaîne de podcast intitulée Le Medjay éclairé. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter rapidement ? Bonjour. Bonjour, je suis Carolina Griffiths. Je suis d'abord médecin généraliste à Montpellier, où j'exerce dans une maison de santé pluriprofessionnelle. J'ai la chance d'être une chef de clinique universitaire, donc ça veut dire que j'ai un rôle d'enseignement et de la recherche au département universitaire de médecine générale. J'ai plusieurs casquettes aussi parce que je fais partie de l'équipe de rédaction d'un journal francophone de notre discipline de médecine générale, un journal qui s'appelle Exercer. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de poser 2 questions. La première question, avant de vous lancer dans cette aventure du Medjay éclairé, vous aviez déjà l'habitude de consommer, voire de produire vous-même des podcasts ? Ah oui, et ça vient de ça, toutes ces idées. Comme vous entendez avec mon accent, je suis anglaise d'origine. Donc, j'écoute souvent des podcasts dans mon langue maternelle, l'anglais, sur la médecine générale. Comme vous avez bien dit au début, parce que c'est vivant et accessible. Donc, j'écoutais souvent des podcasts comme The Good GP, c'est un podcast australien sur les pratiques de la médecine généraliste là-bas, mais c'était pas exactement adapté à notre pratique de médecin généraliste en France. C'est sûr. Donc, peut-être, bien sûr, il y avait des choses donc sur la pathologie ou peut-être sur les principes de traitement, physiologie, pas de souci. Mais après, pour le côté pratique, les médicaments, les cas cliniques précis dans un contexte, pas exactement la même chose. Donc, je cherchais. J'avais pareil pour plusieurs podcasts en anglais. Il y a Knowledge Boost in Primary Practice. Excellent. Vraiment des formidables podcasts. Et j'ai aimé parce que on est tous débordés quand on est médecin, si on est jeune ou plus vieux. Et c'était une façon à se mettre à jour parce que notre métier change en permanence. On a toujours besoin d'être à jour. Donc, c'est ça que j'aimais bien avec le podcast, qu'il fallait toujours rester connecté, suivre les dernières infos et qu'on a peu de temps si on est en train de faire le ménage ou récupérer les enfants à l'école ou autre, on peut écouter les dernières nouveautés. Pour répondre à quel problème ou quel besoin est-ce que vous avez eu cette idée de podcast produit par vos soins? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le premier partie, c'est une envie personnelle de à la fois écouter, avoir ces infos, mais aussi de partager, de créer ça. Je suis convaincue qu'un podcast est très utile dans cette discipline. D'une envie personnelle de partager, explorer. Comme vous êtes aussi, vous, créatrice d'un podcast, vous voyez vraiment, c'est chouette de pouvoir partager les idées, échanger et se développer.
Mais il y avait aussi le contexte avec le journal parce on publie des articles, mais on sait de plus en plus, on ne lit pas nécessairement tout l'article, on ne digère pas. Et donc, c'est une façon à dire, est-ce qu'il n'y aura pas un binôme avec le journal à faire pour faire vivre, et vous avez bien dit ça au début à l'intro, c'est le côté vivante. On peut rendre un article scientifique vivante avec un podcast. Donc c'est conçu comme un complément en fait des articles de la revue. Mm-hmm. Du coup, l'objectif, ce serait d'aller plus loin, d'illustrer. Quel est l'objectif en fait de cette série du Métier éclairé ? Le Métier éclairé, c'est un podcast pédagogique à destination à tous les étudiants ou les médecins généralistes en pratique. Donc, il s'agit des sujets qui peuvent être à la fois médicaux, mais pas que. Aussi du time management, du travail en équipe, pluriprofessionnalité. Donc, ces objectifs sont de partager ces thématiques et se mettre à jour dans un format qui est accessible. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, mais c'est effectivement le podcast qui va servir le mieux cet objectif ? Au lieu de notre format. Voilà. Pour moi, c'est vraiment deux mots, accessible et pratique. C'est le fait que on travaille dans un monde où il y a beaucoup d'informations qui sont plus ou moins scientifiques. Et donc, c'est très difficile pour le médecin d'être bien informé. Les décisions selon l'approche Evidence-Based Medicine, donc EBM, c'est comment on fait nos décisions médicales, prendre en compte la vie du patient, les circonstances de soins et les dernières données de la science. Mais dans un contexte démographique difficile et dans un contexte de surproduction, on avait besoin j'avais envie de créer un nouvel format qui est accessible pour le médecin. Donc le podcast, c'est gratuit. On a facilement via plusieurs plateformes, si c'est iTunes ou Spotify. On peut l'arrêter, commencer quand on veut. On peut faire à distance. Donc, si c'est en rentrant du cabinet le soir, peut-être on est trop fatigué d'ouvrir un livre ou autre, mais de mettre un petit écouteur en même temps qu'on fait à manger, etc. Donc, c'est vraiment le côté accessible et pratique qui, pour moi, est essentiel. Pour bien comprendre, en fait, cette idée de podcast, une fois qu'elle vous est venue, il a fallu l'affiner. La cible visée, elle est double, en fait, si j'ai bien compris. Il y a des professionnels qui sont déjà en exercice dans le cabinet. Et il y a aussi des étudiants. Exactement. Donc, c'est les étudiants s'ils sont externes ou internes, donc n'importe quel parcours. On vise plutôt les internes parce qu'on est plus de valeur payée sur le pratique, mais quelques podcasts comme savoir dire non ou communiquer, ça peut être très utile d'abord pour une jeune externe, par exemple. Mais on est aussi dans la formation continue. Donc, c'est vraiment un podcast qui vise n'importe quel médecin généraliste. Donc, c'est vraiment un podcast pour les médecins généralistes francophones. Et pour répondre du coup à cet objectif et parler le mieux possible à ce public, quel est le format que vous avez choisi pour ce podcast et comment ça se présente ? Donc, je pense que quand vous pensez à un format, on a tous envie de faire plus court. On dit 15-20 minutes, pas plus. Mais en fait, quand tu parles avec un expert qui est passionné dans le domaine, on voit c'est là où ça devient intéressant. Donc, je dirais que d'abord, c'était 15-20 minutes. Mais au final, en pratiquant, je vois que ça dure un peu plus longtemps. J'ai pas des épisodes, donc j'ai pas encore des suivis. C'est des formats de 20-30 minutes avec un expert passionné dans le domaine. Ça peut être un médecin généraliste qui a un intérêt spécifique sur quelque chose. Ça peut être un expert en soins primaires. Ça peut être une autre spécialité. Ça peut être un autre type de professionnel de santé, un coordonnatrice de santé ou autre qui discute les practicalités ou les logistiques de notre métier. Et après, on a aussi un format très court de ma thèse en 180-50. Parce que je suis enseignante à la faculté et je sais que c'est un sujet qui est très difficile pour les internes de toutes les spécialités, de trouver un sujet de thèse que ça plaît à eux, qui est utile. Et donc, cette idée, c'est que les internes qui ont fini la thèse, ils se présentent pendant 180-50 le travail. Donc, c'est un travail difficile, hein, oui, de complètement synthétiser plusieurs années de travail, d'amour pour un projet dans 3 minutes. Mais c'est vraiment une belle activité. Et donc, on a aussi ce petit podcast.
Quand on voit, c'est pas le plus écouté, c'est plutôt quand on voit après les plus longues. Et j'ai tendance à dire que le durée, c'est moins bêtant pour un podcast parce qu'au final, on peut l'arrêter et le reprendre si besoin. Donc même si au début, j'essaie de garder cette 20 minutes, souvent on déborde un peu. Oui, mais c'est pour une bonne cause. Je compatis. C'est pour le patient. Donc, c'est toujours, à part ma thèse en 180 secondes, c'est toujours avec un invité, en fait. C'est toujours avec un expert. Donc, c'est une discussion comme aujourd'hui. Voilà. J'aurai souvent à base de quelque chose. Donc, on aura soit un article, soit un document, un projet commun qu'on a envie de parler. Et donc, moi, je suis plutôt dans votre place où moi, je pose des questions. Et c'est l'expert qui répond et après, on discute. Je trouvais les deux voies. On a fait à 3 aussi, qui était aussi très intéressant. Je trouve cette notion des discussions, d'échanges, on peut se rebondir, on peut rigoler, ça fait vivre le projet. Donc le ton qui est choisi, c'est plutôt quelque chose d'assez décontracté, détendu, comme une discussion qu'on pourrait avoir à une terrasse de café. Parce que si vous avez fini votre journée au travail et vous êtes très sérieux, et vous avez bien concentré toute la journée, c'est difficile de se reposer, bien écouter chaque mot important. Sauf que si on a une discussion informelle, ça fait vivre le sujet. On peut plus facilement discuter des cas cliniques. C'est pas grave si on n'a pas chaque mot, si on fait des erreurs. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on passe des messages clés. Donc mon rôle, quand je suis dans votre place, qui pose les questions, mon rôle, c'est de synthétiser et de ressortir des choses importantes. D'accord. Alors, quels sujets sont abordés dans ces épisodes du Medjay éclairé ? Le médecin généraliste peut aborder tous les sujets. Je peux vous donner quelques exemples on a une savoir dire non que j'ai dit avec un super expert canadien. Donc, c'était particulièrement intéressant entre mon accent et l'accent canadien. Vous pouvez imaginer, savoir sur les techniques de communication et les difficultés de savoir dire non en consultation. Vraiment pas évident. On a discuté les troubles addictifs en médecine générale et comment on abordait ça. On a discuté le PrEP, donc les traitements utilisés pour les préventions de maladies sexuellement transmissibles ou du VIH. Ça peut être tous les sujets, soit très très médical ou scientifique ou basé sur les médicaments, sur les vaccins par exemple, ou ça peut être sur les techniques de communication. On a aussi faire sur le partenariat, comment choisir un patient partenaire pour améliorer notre pratique. Donc des sujets vraiment divers. Mais ça c'est en fait une fenêtre sur mon métier, notre métier. Mais c'est toujours orienté dans le sens de la pratique en cabinet. De médecine générale. Voilà. Donc ça peut être de médecine générale qui fonctionne n'importe où, soit en cabinet ou à l'hôpital, mais c'est vraiment la pratique de médecine générale. Il y a plein de podcasts en médecine, il y a beaucoup, mais il y avait auparavant vraiment ciblé sur la pratique de médecin généraliste en France. Mm-hmm. Donc ça vient combler un manque en fait sur cet angle d'approche en fait de la pratique du médecin généraliste. On peut écouter des podcasts des autres. J'écoute très bien pour le gynéco, la pneumologie, qui sont aussi fascinants, des super podcasts. Mais pas exactement la même chose sur notre métier. Ouais. Alors vous produisez à quel rythme et puis vous publiez à quelle fréquence ? Ça, c'est une bonne question. Ça change en fonction des envies et mon emploi de temps. Idéalement, j'avais envie de faire un par mois, mais que je tiens pas toujours. Souvent, ils viennent en vague. J'ai un boost du temps ou d'aide avec la post-production et on peut aller un peu plus vite. Mais voilà, l'envie, c'est de faire un par mois. À peu près combien de temps ça prend pour préparer et produire un épisode à la louche ? J'ai jamais calculé ça. Je sais qu'on va discuter les différentes étapes, mais peut-être les idées se viennent, je les contacte par mail, plusieurs heures de préparation. Après, on fait l'enregistrement de 1 heure et c'est le post-production. Si c'était un enregistrement qui était assez facile, j'avais pas besoin de couper beaucoup, ça peut aller vite. D'accord. Et après la mise en ligne, la préparation des notes. Qu'est-ce que j'ai pas dit, c'est que avec chaque podcast, on finit sur qu'est-ce qui est pratique pour le médecin généraliste et on parle des ressources. Donc dans les notes du podcast que vous trouviez si vous ouvrez iTunes ou Spotify, c'est des liens vers d'autres articles, d'autres ressources ou des documents pratiques pour le médecin généraliste. Oui, là aussi c'est du travail du coup pour assembler tout ça. Donc c'est une préparation que souvent je fais avec l'expert et après pour la mise en ligne.
Vous avez développé cette production avec le soutien de l'appel à projet Pédagonum, anciennement appelé CNUMEF, qui vous a permis de bénéficier notamment d'heures rémunérées dédiées au projet et de l'accompagnement du service des usages du numérique. En quoi ça vous a aidé à développer ça? C'est grâce à eux que nous on est là et que ça tient en place. Et c'est ça que il faut que je remercie toute l'équipe. Moi, je connaissais pas le monde audiovisuel avant. J'avais pas des connaissances particulières pour couper ou monter les audios. Donc, c'était grâce à eux. J'avais l'aide de l'ingénieur pédagogique, Maya Bedreddine, qui m'a vraiment bien encouragée sur la conception, sur les objectifs pédagogiques pour déposer l'appel à projet. Et après, c'était vraiment une aide pratique pour les premiers choix de vignettes, les premiers choix d'audio, les premières de mettre en place les audios pour le fin et pour le début et pour le fin de chaque podcast. Et après, dès qu'on a les premiers 2 ou 3, après ça roule plus facilement. Oui, c'est comme les petites roulettes sur le vélo et puis après on peut y aller. Exactement. C'est comme chaque projet. C'est allez, quelqu'un qui me pousse disant allez Caroline, c'est une bonne idée, on y va. Alors, on va parler maintenant des différentes étapes pour pouvoir publier un podcast. Dans votre cas, qui est celui d'une série, je pense qu'on peut parler un peu d'une routine, puisque petit à petit, on devient plus aguerri, on prend un fonctionnement qui est assez rodé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment vous travaillez en amont pour préparer un épisode ? Donc, on parle d'une idée. On parle d'un sujet. Soit ça vient d'un article, soit ça vient d'une idée, soit ça vient d'un problème que je rencontre dans ma pratique ou un de mes collègues. Je demande aux internes, je demande aux collègues, qu'est-ce que pour vous sera un bien podcast en 30 ans? Donc, l'idée, il manque pas. On a les idées. Après, c'est de le mettre en pratique. Donc, dès l'idée est née, j'avais pris le temps de partager en équipe. Donc, après, je discute soit avec l'ingénieur Maya Bedreddine ou avec mes autres collègues pour définir le bien objectif de cet épisode. C'est plus facile si on part d'un document ou un article parce qu'on a déjà un peu le formule, qu'est-ce qu'on veut rencontrer. Mais par exemple, on avait une envie de parler de troubles de l'oralité. Donc, c'est un sujet qui n'est pas souvent bien connu par les médecins généralistes. Donc là, j'avais interrogé une orthophoniste et une kinésithérapeute. Et là, on n'a rien écrit en avance. C'était juste, j'avais dit, écoute, est-ce que vous voulez faire ça avec moi? Ils ont dit oui. Après, moi, je crée un guide d'entretien. Donc, je prépare quelques questions, quelques formules qui peuvent être bien. Je encourage et je rassure l'expert que tout est flexible. Tout on peut changer. Donc, on envoie souvent par mail quelques échanges. OK, on peut parler de ça et ça. Il y a pas de script. On va pas tout écrire, mais je vais juste avoir les questions. On fait l'enregistrement. Il y a 2 options pour nous. Soit c'est quelque chose local à Montpellier. Parfois, on utilise comme ici dans une très belle studio où le son sera beaucoup mieux. Après, il y a le côté pratique qui nous bloque pour l'accès au studio. Nous, on travaille en journée. On est au cabinet ou à l'hôpital ou autre. Je parle des spécialistes. Et donc, le plus souvent, c'est qu'on fasse dehors d'un studio. Qui, au final, je trouve pas trop dérangeant dans le sens que ça montre notre vraie vie. Oui, parce que c'est raccord avec le concept. En voilà, fait, on est des médecins, on a des bureaux souvent insonorisés, donc ça passe. Et après, j'ai créé un fichier PDF qui explique bien les conseils d'avoir un casque différent, d'avoir un microphone externe de leur ordinateur, de vérifier qu'ils ne sont pas interrompus, d'arrêter le téléphone, etc. pendant l'enregistrement. L'avantage aussi, c'est ça nous permet de faire des experts externes de Montpellier. Donc, j'avais commencé avec quelques podcasts enregistrés en visio. Et voilà, on fait en visio. Et en final, qu'est-ce qu'on se trouve avec l'équipe de DSCN et l'équipe audiovisuelle que Zoom, très bien. Au début, j'avais peur, il fallait un autre logiciel, une autre chose. Et en fait, ça passe très bien avec Zoom parce qu'on peut l'enregistrer direct dans le cloud. On a l'avantage que souvent, maintenant, beaucoup de gens, ils ont des casques ou des AirPods. Mm-hmm. D'avoir un microphone externe, moi j'en ai les miens. Si on fait localement, je prête et on a un autre. Et sinon, à distance, on fait avec. Donc pour cet enregistrement à distance, c'est essentiel parce que ça nous permet d'ouvrir à un niveau national, voire international, comme avec le Canadien. Il faut juste organiser avec le décollage d'horaire.
Alors une petite précision, donc là vous avez cité Zoom, c'est aussi possible avec d'autres outils qui sont également mis à disposition par l'université, comme par exemple Big Blue Button, c'est aussi possible. Voilà, j'apprends. Donc c'est intéressant de voir que en fait on peut être vraiment dans des conditions légères. Si on a la chance d'avoir un beau studio avec du super matériel, ça c'est évidemment l'idéal, mais c'est pas obligé. On peut être dans des conditions un petit peu plus quotidiennes, avec du matériel qui peut être léger, smartphone, outils de visio, micro-cravate. Du moment que c'est adapté à l'environnement. En fait, il faut que l'environnement soit pas trop bruyant, j'imagine. Oui. Bon, donc je demande qu'il soit dans un bureau, un endroit calme. J'essaie de vérifier que mes enfants sont pas là pour venir faire du bruit, mais voilà. Mais sinon, c'est essentiel parce que sinon, ça sera pas fait. Est-ce que ensuite il y a beaucoup de travail en post-production pour faire par exemple du montage, recouper, repositionner des morceaux ou pour faire de l'habillage sonore, donc apporter des sons ou des musiques extérieures? Je pense qu'il y a plus que vous devez avoir avec le studio. Nous, on a un peu plus. On a des attentes un peu moins. Donc, on accepte les bruits autres. Et c'était quelque chose que j'entendais aussi avec les podcasts anglais que je parlais avant. On acceptait d'avoir moins. Une qualité moins bien aussi. Mais on essaie, au niveau post-production, donc je coupe. Parfois, j'essaie de rassurer les experts que s'ils font des erreurs, il n'y a pas de problème. Ils peuvent juste se reprendre la phrase et je coupe après. Donc, je fais un premier coupage et après, j'envoie à mes collègues dans l'équipe audiovisuelle. Avant, c'était la faculté de médecine aussi qui m'aidait énormément. Donc, Benjamin et Méa qui m'aidaient. Donc, je remercie, qui a pu ensuite faire le montage une petite intro qu'on avait fait avec musique, le podcast, et après, à la fin, on avait mis des choses importantes médico-légales aussi, en disant que c'est vraiment un podcast à destination des médecins. C'est pas même si c'est en accès libre, c'est pas nécessairement pour les patients. Oui. Et du coup, s'ils ont des problèmes de santé, de consulter un médecin. D'accord. Oui, ça peut être utile. Oui, donc là aussi, on en revient à dire qu'on n'est pas obligé de produire quelque chose de très léché, de très parfait, comme on peut entendre sur France Culture. On peut faire quelque chose qui peut être plus spontané, plus imparfait, surtout si c'est le concept de base. C'est pas forcément un problème, en fait. Même si on tient à la qualité, je sais, mais on accepte parce qu'on est aussi dans cette version décontractée. On parle avec des experts partout dans le monde ou en France. Et le plus important, c'est de passer des messages clés qui sont utiles pour le médecin généraliste. Après, c'est le choix de hébergement. Donc, on a le podcast où on a un peu notre fichier audio, mais c'est de quoi faire avec. Oui, voilà. Alors, justement, on va y arriver. Alors, juste une dernière question sur la partie production, post-production. Vous travaillez avec quel logiciel de montage ? Alors, moi, j'ai une MacBook. Ça dépend qu'est-ce que vous avez comme ordinateur. Moi, j'avais un MacBook, donc avec GarageBand. Je fais des coupages qui sont très faciles, même pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas l'habitude avant. Pour revenir à cette question de la diffusion, comment, une fois que l'épisode est produit, comment est-ce qu'il est diffusé ? Alors, nous, on a regardé un peu, donc c'était au premier avec l'appel à projet. J'avais accès à une équipe ici au DSIN où on a réfléchi à la meilleure plateforme d'hébergement. Et je sais qu'il y avait déjà des podcasts à l'Université de Montpellier par une plateforme d'hébergement de le flux RSS qui s'appelle Aousha. Il y a vraiment beaucoup, il y a plusieurs. Mais moi, j'avais pris un abonnement à Aousha qui est payé par notre collège régional généraliste enseignante. Donc, c'est une association qui nous aide, les médecins généralistes enseignants, à faire d'autres activités pédagogiques. Donc, c'est un abonnement qui nous permet à mettre cette flux RSS pour le podcast. Donc, c'est un peu qui héberge le lien, qui après, c'est cette plateforme qui va l'envoyer au site qui diffuse les podcasts qu'on connaît, comme des plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autres. Et donc, c'est ce site Aousha, qui est un site internet, où on dépose les fichiers audio, les titres, les descriptions, les notes, les vignettes avec nos petits logos. Et en retour, c'est Aousha qui crée le flux RSS, Really Simple Syndication, je pense que ça va dire en anglais. Mais en gros, c'est le lien qui diffuse après vers les autres. Et
je parle comme une débutante. Je sais que pour vous, c'est votre Non, pas du tout, c'est très clair. habituel, mais après, comme ça, on peut l'envoyer aux autres enseignants s'ils écoutent. Et donc, après, c'est ensuite partagé. Et qu'est-ce qui est très intéressant, que ces plateformes nous donnent un retour. Donc, ça, il me montre des retours à qui c'est diffusé, les nombres de téléchargements, un peu de marketing et d'analyse. Donc, je sais par exemple que depuis 2024, j'ai 10 000 enregistrements et je sais quels épisodes sont les plus écoutés ou les plus enregistrés. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que n'importe quel format pédagogique on fait, on a toujours besoin de l'évaluer. Les retours, oui. Voilà. Quand l'épisode est produit, diffusé, vous faites de la publicité supplémentaire ou de la promotion, de la communication sur ces épisodes? Alors, pour le métier éclairé, ça dépend. Si c'est fait en lien, en partenariat avec le journal exercé, il y aura ensuite un QR code et diffusé sur le site de la journal exercé. Après, notre podcast s'est diffusé j'avais présenté au congrès où il y avait 3000 médecins généralistes. On présente dans des autres journées d'accueil soit les maîtres de stage ou pour les internes. Donc, mais pour l'instant, j'ai pas d'autres sites de diffusion sur les réseaux sociaux, mais il faut. Hein, voilà. Et la phase de communication, elle est souvent oubliée dans la production du podcast et ça permet effectivement d'augmenter les écoutes. Bon là, les écoutes, elles ont l'air d'être quand même assez nombreuses. Les personnes qui viennent écouter les épisodes, elles le font de leur propre initiative. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une démarche un petit peu plus dirigiste, c'est-à-dire d'intégrer vos épisodes de podcast dans le cadre de vos cours, dans les ressources de vos cours, dans les activités proposées à vos apprenants ? Donc, c'est une très bonne question parce que c'est une réflexion qu'on a de les intégrer. Dans la même façon, donc moi, je suis au département de l'Université de médecine générale. On a une cour d'enseignants très, très active, 25 ou 30, qui créent des cours à destination des internes de médecine générale, mais aussi pour les deuxièmes cycles, donc les externes aussi. Pour l'instant, on n'a pas intégré nécessairement, on n'a pas dit c'est obligatoire pour valider tel ou tel enseignement. Mais je pense que c'est une belle idée d'intégrer dans le futur. On parlait tout à l'heure des retours. Du coup, est-ce que vous avez, en plus des statistiques de fréquentation de votre chaîne, est-ce que vous avez vous recevez des remarques, des appréciations, des questions ? On a une note de 4,7 sur 5 sur Apple Podcast. Donc, je ne sais pas si ça grimpe, ça dépend. Il faut que je regarde le nombre des personnes. On a mis en place, donc pour nous, comme on est enseignants, bien sûr, d'avoir des indicateurs, des évaluations, c'est essentiel. On avait mis en place avec Maya Bedreddine une évaluation via une réponse à un questionnaire, mais il n'y a pas beaucoup de réponses. Mais dans votre entourage, est-ce que ça arrive qu'il y ait des gens qui vous interpellent sur un tel épisode ? Oui, souvent. Ou même au congrès. Oh, j'ai aimé cette podcast-là, ou j'ai aimé ce sujet-là. Donc, c'est vraiment chouette et ça nous conforte dans nos démarches et que les sujets sont pertinents. Et j'ai souvent des propositions ou d'autres partenariats, des gens qui viennent, moi, j'ai vraiment envie d'aller parler de ce sujet sur les adolescents ou autres. Et donc, ça crée ça. C'est une ouverture. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, comment vous voyez l'avenir de ces podcasts évoluer en termes de format, évoluer en termes de sujets ? Est-ce qu'il y a des projets pour faire vivre cette chaîne ? Il y a plusieurs projets. Pour moi, le plus important, c'est de pérenniser le post-production et le temps que ça prend. Parce que moi, je ne suis pas l'expert et je vois, c'est le plaisir de continuer, de faire la conception, trouver les idées, faire les enregistrements. Mais j'ai du mal à garder le rythme et de publier assez. Donc, j'ai encore eu l'appel à projet cette année qui va m'aider pour la production, mais c'est de trouver quelque chose de plus pérenne ou plus facile, plus vite, qui est un gain du temps pour la suite. Donc, on va dire ça, c'est une perspective ou un projet plus pratique. Et après, pour le faire vivre les podcasts, j'étais en discussion avec les responsables du deuxième cycle. Donc, ça veut dire pour les externes, pour encore des podcasts plus précises et plus ciblés pour les externes en médecine générale. Donc, c'est un peu les plus jeunes.
parce que les sujets peuvent être un peu plus différents. C'est pas vraiment lié à la fois sur la pratique de la médecine généraliste, ça peut être la médecine plus globale. théorique. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des collègues enseignants qui auraient envie, peut-être sans oser se lancer, de produire un podcast ou une série de podcasts? Déjà, c'est de ne pas avoir peur et de se lancer, même sans beaucoup de connaissances, soit techniques ou pratiques dans l'audiovisuel, de vous rejoindre, le Sun, l'équipe audiovisuelle. J'ai eu un super accueil d'écoute et de volonté de nous aider. On avait eu la chance avec Marty ici de présenter les podcasts comme une format pédagogique aux journées pédagogiques avec la doyenne, la journée de la doyenne Isabelle Lafont, où il y avait d'autres enseignants et on a pu montrer qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel et aussi pour l'envie. Et là, c'était impressionnant. On était dans l'amphithéâtre et on voit qu'il y a cette envie. Il y a des enseignants mais formidables, très expérimentés avec beaucoup des connaissances, compétences, des idées de partager et on voit qu'ils ont des belles idées. Il faut les accompagner. Il y avait donc des enseignants d'autres spécialités. Exactement. Qui avaient d'autres idées de podcasts, qui avaient envie de se lancer aussi. Oui. Et comme exemple, on a demandé à eux. Oui, avec un enseignant en radiologie qui voulait parler de son métier également. Donc, bonjour Julien, quel plaisir d'être aujourd'hui à la faculté de médecine de Montpellier dans le bel amphithéâtre d'anatomie, juste à côté de la cathédrale. Le son y résonne dans tous les coins et on sent que ce lieu a vu passer bien des générations d'étudiants en médecine. Devant nous, une super audience, une cinquantaine d'enseignants réunis pour parler de podcast pédagogique. Bienvenue à vous dans ce podcast un peu particulier, enregistré en direct. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à une question simple mais riche. Et si vous faisiez un podcast pour votre spécialité? Merci pour l'invitation. Effectivement, je pense que le podcast, c'est un super support pédagogique, notamment pour les spécialités comme moi qui sont mal connues. Donc, par exemple, je suis radiologue interventionnel. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, décrivez-moi. Donc, le radiologue interventionnel, souvent, nous confond avec le manipulateur radio. Quand vous allez faire des radios, vous voyez quelqu'un qui vous fait la radio, c'est pas nous. Il y a le radiologue diagnosticien qu'on connaît, c'est celui qui va interpréter les images. Et nous, on est ceux qui vont faire les traitements guidés par l'image. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le parcours de soins, la première étape du parcours de soins, nous, on a beau faire tout ce qu'on veut, des développements de recherche, des nouvelles techniques, etc. Si vous ne pensez pas à nous et que vous ne pensez pas à nos traitements, ça ne marche pas. C'est pour ça, je pense que c'est hyper important de vulgariser et que dès le médecin traitant et dès l'étudiant, déjà, on commence à penser à la radiologie interventionnelle comme option thérapeutique. Nous, ça nous permettra d'exister au moins et de pouvoir communiquer avec vous. Mais merci beaucoup pour toutes ces explications, ce retour d'expérience. J'ajoute pour compléter que le SUN met à disposition des enseignants de l'université ses compétences en production audiovisuelle. On en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez passer par le centre de service pour réserver notre studio d'enregistrement. Vous pouvez aussi venir vous former à la réalisation d'un podcast de A à Z. Je vous invite à consulter notre catalogue de formation en début d'année universitaire. Et enfin, si vous avez un projet dans lequel vous avez besoin d'accompagnement plus poussé en ingénierie pédagogique et en production audiovisuelle, vous pouvez suivre l'exemple de Carolina en déposant un dossier lors des appels à projets annuels Pédagonum. En conclusion, le podcast, c'est un média qui offre vraiment un retour sur investissement très intéressant. Si on le conçoit bien, il peut être facile et rapide à produire tout en apportant vraiment une valeur ajoutée à votre cours. Merci Carolina pour ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Quel plaisir de vous revoir. Et j'invite tous nos auditeurs, auditrices à aller écouter le Magé éclairé sur leur plateforme préférée pour se donner une idée de ce que ça peut être un podcast pédagogique. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pédagonum. Pédagonum, un podcast réalisé par la Direction du système d'information et du numérique et le service des usages du numérique de l'Université de Montpellier.